Bonjour. Eh bien, nous finissons cette série de cours sur nouvelles tendances en enzymologie sur un sujet qui est à la fois ancien et qui n'a pas tant progressé que ça au cours des ans et qui peut-être maintenant, on va le voir avec ce que je vais vous présenter et puis avec ce que Muriel Lombard, donc, qui travaille au laboratoire de chimie des processus biologiques, va nous raconter. C'est cette question que moi je considère comme passionnante, c'est comment on introduit des atomes d'oxygène dans des molécules quand il n'y a pas d'oxygène moléculaire, quand il n'y a pas d'air. Et je vais vous raconter très rapidement, parce que je l'ai fait il y a peut-être une dizaine d'années dans un cours, dans mes premiers cours au Collège de France, vous redire ce qui est très bien établi pour ce qui est de l'utilisation de l'oxygène moléculaire pour faire des oxydations, et se poser la question comment ça se passe quand il n'y a pas d'oxygène moléculaire et qu'il y a des oxydations, et en particulier des hydroxylations, c'est-à-dire l'incorporation d'atomes d'oxygène, la création de liaisons carbone-oxygène dans des substrats. Et ceci se passe, évidemment, puisque nous sommes en train de parler de chimie biologique, se passe dans des organismes, des micro-organismes, qui vivent en absence totale d'oxygène et qui ont besoin donc de mettre en place des stratégies chimiques pour créer des liaisons carbone-oxygène. Oui, première chose, c'est quelques mots rapidement, mais en partant de la base, c'est des choses qui sont très connues, mais la question de l'activation de l'oxygène moléculaire vient de cette réalité-là. L'oxygène est une molécule qui est à l'état triplé, vous voyez, avec deux électrons célibataires, et une molécule organique ne peut pas réagir avec l'oxygène à des vitesses suffisamment rapides à cause de ce que nous dit la mécanique quantique, à savoir il n'y a pas de possibilité de faire réagir une molécule à l'état singulé, donc n'importe quelle molécule organique, avec une molécule à l'état triplé. Ce qui fait que, et ça c'est très heureux, hein, parce que vous imaginez que si ce n'était pas le cas, si l'oxygène n'était pas triplé, nous ne pourrions probablement pas exister dans une atmosphère oxygénée. Nous cramerions instantanément, puisque tout ce que nous avons en nous est organique et réagirait instantanément avec l'oxygène. Donc, si on veut utiliser l'oxygène moléculaire, il faut l'activer. C'est la grande question de l'oxygène moléculaire. Et donc, il faut lever l'interdiction de spin. Eh bien, ça peut passer par deux stratégies. Une levée de l'interdiction de spin par réduction, ça passe par, en particulier, une réduction à deux électrons, qui n'est pas simple, parce que ici, vous voyez qu'avec cette configuration électronique, ça veut dire qu'il faut ajouter électron par électron. On ne peut pas rajouter de doublé. Il ne peut pas y avoir une attaque par un hydrure, par exemple, ou par un nucléophile, à cause du fait qu'un nucléophile et un hydrure, c'est un doublé, c'est un doublé d'électrons, et il ne peut pas venir se coller ici. Donc ça implique là des transferts d'électrons, des transferts monoélectroniques. Mais si on arrive à faire ça, à ce moment-là, vous voyez, spin 0, singulé, et à ce moment-là, chimie avec une molécule organique possible. Et c'est bien ce qui se passe, parce que quand vous réduisez à 2 électrons l'oxygène, vous avez l'équivalent de l'eau oxygénée, d'un peroxyde d'hydrogène. Ce sont des réactions qui se font à des potentiels assez raisonnables, donc c'est assez facile de réduire l'oxygène en eau oxygénée. Et avec l'eau oxygénée, on a un oxydant, vous voyez, qui a un potentiel suffisamment élevé pour faire des réactions d'oxydation. Et de fait, il y a dans l'arsenal des réactions chimiques l'utilisation de l'eau oxygénée
éventuellement sans catalyse, pour faire des réactions d'oxydation. Il y en a des dizaines et des centaines. Par exemple, une époxydation d'une double liaison, vous pouvez faire ça avec de l'eau oxygénée. Et ça, c'est bien parce que si vous considérez l'eau oxygénée comme un oxygène activé par 2 électrons, il s'avère qu'il y a aussi 2 protons, bien sûr, vous avez une forme activée de l'oxygène qui est cette eau oxygénée. Il y a une autre façon de lever l'interdiction de spin, c'est de faire réagir cet oxygène avec un métal. Par la simple interaction, et c'est pour ça qu'il y a tant de systèmes chimiques et enzymatiques qui utilisent un métal pour faire des oxydations utilisant l'oxygène moléculaire, c'est qu'à partir du moment où votre oxygène interagit avec un métal, vous avez une levée de cette dégénérescence des 2 orbitales pi star. Et à ce moment-là, vous avez vos 2 électrons qui sont dans le niveau le plus faible en énergie, et donc éventuellement, vous avez passage par un oxygène singulé, mais là, il faut l'imaginer fixé déjà sur le métal. Hein, c'est toute l'électronique du métal qui a transformé cette configuration électronique. Vous avez un doublet vide, enfin un niveau vide ici qui peut accepter 2 électrons. Donc à ce moment-là, vous avez aussi la possibilité de faire des transferts de doublets électroniques, ce qui n'était pas possible avant. Et vous avez le métal lui-même qui peut catalyser le transfert d'électrons jusqu'à l'oxygène qui est fixé. Donc c'est ce qu'on a là, c'est l'avantage d'un métal. Pour activer l'oxygène moléculaire, on a une levée de dégénérescence de pi star, donc on passe à un état singulier, on a la possibilité de transfert à 2 électrons, et on a une délocalisation électronique du métal vers l'oxygène, parce que l'oxygène est un pi accepteur, qui fait que l'oxygène s'enrichit en électrons et devient plus réactif. Voilà. Alors c'est ce qui est réalisé dans les systèmes enzymatiques. Je vais parler d'hydroxylase. Dans les systèmes donc, vivants qui utilisent de l'oxygène moléculaire, comme nous, toutes nos enzymes de type hydroxylase, évidemment, utilisent l'oxygène moléculaire. Le mécanisme, c'est la fixation de l'oxygène. Ensuite, la réduction à 2 électrons, vous avez compris pourquoi 2 électrons, pour arriver à une entité qui est de type peroxyde d'hydrogène, qui est un peroxo, une forme oxygénée réduite à 2 électrons, qui peut éventuellement perdre une molécule d'eau pour donner ce qu'on appelle un oxo. Et ces entités-là, depuis très très longtemps, les gens travaillent et ont déjà identifié ces intermédiaires. Et tout ça est bien connu, et je vais aller très vite sur les 3 grands systèmes qui font ça. Ces entités peroxo ou oxo sont la forme oxo, hein, tout simplement, voyez-la comme une forme peroxo qui a perdu une molécule d'eau. Vous avez des entités qui sont très oxydantes, non seulement très oxydantes, c'est-à-dire à très haut potentiel redox, mais aussi donneurs d'atomes d'oxygène. Et pour simplifier, je dirais que les 3 grandes familles, il y a plusieurs familles, mais les 3 grandes, j'aurais pu en rajouter une qui est à l'intérieur de la classe fer non héminique, les systèmes mononucléaires, mais j'y reviendrai après. Donc vous avez la grande classe des cytochromes P450, vous avez ce type de structure, donc d'hème, de porphyrine, qui sont très connus et qui sont très utilisés dans le monde vivant pour fixer l'oxygène moléculaire, pour faire une espèce intermédiaire de type oxo, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Cet oxo a la capacité d'arracher un atome d'hydrogène, vous voyez, sur un alcane, de créer un radical, et ensuite vous avez couplage du radical hydroxy ici avec ce radical pour faire le produit final et pour redonner l'hème qui ensuite va réagir avec des électrons et de l'oxygène pour revenir à cet état-là. Vous avez des systèmes flaviniques, des monooxygénases ou hydroxylases à flavine. La flavine, c'est ce cofacteur. L'année prochaine, je parlerai un peu plus de ce type de système. Pour faire donc des intermédiaires de type peroxo,
à nouveau par interaction avec l'oxygène et la présence, l'ajout de 2 électrons. Et ces entités peroxo sont capables d'interagir. Ce sont des entités extrêmement électrophiles et sont capables d'être attaquées par des entités plutôt nucléophiles pour donner ces hydroxylations. Par exemple, ici, une hydroxylation aromatique qui n'est pas une chose évidente. Et puis, vous avez, j'aurai l'occasion aussi d'en reparler un peu plus tard, ces systèmes à fer non héminiques et en particulier les binucléaires de fer, vous voyez, ces systèmes dans lesquels vous avez donc 2 atomes de fer, en général couplés par des atomes d'oxygène, oxo, hydroxo ou molécules d'eau, et toutes sortes de ligands venus de résidus d'acides aminés, mais très souvent avec beaucoup d'atomes, une coordination très oxygénée, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire qu'il y a un atome d'azote par fer et il y a autour du fer 5 atomes d'oxygène. Donc très oxygéné pour de bonnes raisons, parce que évidemment l'oxygène confère à ces sites actifs des propriétés oxydantes fortes. Et donc c'est réduction à 2 électrons. À nouveau, il faut 2 électrons, de l'oxygène qui se fixe pour donner des entités de type peroxo ou oxo qui sont capables d'oxyder un substrat. Vous voyez ici, c'est le cas de la méthane monooxygénase, par exemple, une enzyme qu'on trouve chez certains micro-organismes pour transformer, qui pousse sur du méthane, qui tire tout son carbone métabolique du méthane, et le passage obligé, c'est sa transformation en méthanol. Donc la question des oxydations à l'air, c'est une question qui est au fond réglée. À ma connaissance, il n'y a pas eu de nouveaux cofacteurs qui ont été découverts pour faire cela. Chaque fois qu'on trouve aujourd'hui des systèmes d'oxydation utilisant l'oxygène, on tombe dans ces familles-là. La question de réaction d'oxydation en absence totale d'oxygène, c'est une question qui est posée depuis très très longtemps. Et je dirais que pour moi, vous voyez, donc ce n'est pas si vieux, il y a une vingtaine d'années à peu près qu'on a commencé à isoler des systèmes enzymatiques qui faisaient ces oxydations sans oxygène. Peut-être un des tout premiers exemples, c'est le cas de bactéries anaérobies, à nouveau, donc, qui fonctionnent totalement sans oxygène, comme cette bactérie-là, c'est une bactérie dénitrifiante, qui dégrade des molécules de l'environnement, pas simplement parce qu'elle a envie de les dégrader, mais surtout parce qu'elle utilise le carbone présent dans ces substrats. Et c'est le cas, par exemple, de l'éthylbenzène. L'utilisation de l'éthylbenzène comme source de carbone à travers tout un cheminement, vous voyez, qui arrive à des dérivés du coenzyme A, et notamment le benzoyl coenzyme A, et qui alimente les cycles métaboliques de la bactérie pour lui fournir du carbone et de l'énergie. Et dans ce processus-là, comme premier exemple, vous avez la première étape qui est une hydroxylation de cette molécule pour passer de l'éthylbenzène au phényléthanol. Et c'est en 2001 la première fois qu'une enzyme faisant ce type d'oxydation a été isolée. C'est l'éthylbenzène déshydrogénase dont je vais parler un petit peu. Vous voyez bien que, et là dans ce cas-là, ça a été assez bien établi, que, et vous allez voir comment ça va se passer, que non seulement, donc c'est une oxydation. S'il n'y a pas d'oxydant, ça veut dire qu'il faut lui retirer 2 électrons, et donc c'est pour ça que dans les schémas, vous voyez un accepteur d'électrons, qui est souvent pas connu. Donc l'oxydant, c'est cet accepteur d'électrons. Et dans ce cas-là, la source d'oxygène, c'est l'eau. Alors évidemment, l'eau comme donneur d'atomes d'oxygène, mais pas comme oxydant, hein, évidemment.
Et donc c'est de ça dont je vais parler. Donc cette éthylène déshydrogénase a été isolée. C'est une enzyme assez complexe avec 3 protéines, alpha, bêta, gamma. Elle est soluble, elle est périplasmique, elle a une spécificité de substrat assez large. Vous allez voir, je vais passer rapidement, mais elle peut oxyder autre chose que l'éthylbenzène. Par contre, elle est très stéréospécifique. Il n'y a que vous voyez, vous créez un carbone chiral ici, donc vous avez 2 énantiomères, c'est l'énantiomère S à 99 et quelques %. Ça aussi, ce sont des systèmes qui intéressent les chimistes dans la stratégie d'utilisation d'enzymes pour faire des réactions sélectives. C'est une enzyme sensible à l'oxygène. Et comme vous le voyez ici, il a été établi que alpha, c'est un cofacteur à molybdène. Il y a des clusters fer-soufre, il y a des M, donc probablement une chaîne de transfert d'électrons assez complexe. Bon, ça c'est très rapidement. Vous voyez que cette enzyme est capable d'oxyder tout un tas de molécules, y compris avec des activités qui sont plus fortes que l'éthylbenzène lui-même. Alors ça s'appelle éthylbenzène déshydrogénase parce que l'éthylbenzène était le premier substrat à être étudié. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Et donc, vous voyez, une des difficultés dans cette chimie-là, c'est qu'on ne sait pas quel est l'accepteur d'électrons. C'est probablement des oxydants relativement simples, de type nitrate, sulfate, je ne sais pas quoi, DMSO, enfin, qui sont des accepteurs d'électrons en fin de chaîne de transfert d'électrons. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas de l'oxygène, ce n'est pas du peroxyde d'hydrogène, et de toute façon, ce n'est pas un donneur d'atomes d'oxygène qui est oxydant, c'est l'eau qui donne l'oxygène. Et donc, pour les étudier in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, c'est assez difficile. Mais ici, par exemple, le test peut être fait, évidemment en anaérobiose, parce que les enzymes sont extrêmement sensibles, et avec des accepteurs d'électrons enfin, qu'on pourrait appeler sacrificiels, qui sont nécessaires. Et ici, par exemple, dans ces travaux-là, c'est un accepteur chimique, ferricénium, que vous avez ici, dont le potentiel est à 0,38 volts et qui est suffisamment oxydant pour tirer les électrons du substrat. C'est en 2006 qu'a été obtenue la structure cristallographique de la protéine. Et là, on voit toute la complexité du système. Et on imagine tout de suite, j'y reviendrai, mais on imagine tout de suite la chaîne de transfert d'électrons, vous voyez. Hein, ça, enfin, j'en ai déjà montré souvent. Et la nature fait toujours la même chose quand elle veut déplacer les électrons. Et vous allez voir la distance que ça représente. Mais sur une très longue distance, eh bien, c'est tout simplement, et la chimie a bien démontré ça avec la théorie de Marcus, enfin, etc., c'est qu'il faut positionner des spots, en l'occurrence des clusters fer-soufre, des M, des flavines, à bonne distance. En général, c'est entre 10 et 15 angstroms au maximum, hein, parce qu'après, ça va aller trop lentement du point de vue cinétique. Et c'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'on voit ici. Et puis surtout, on voit que la chimie se passe au niveau d'un cofacteur que vous avez déjà rencontré, que j'ai signalé à plusieurs reprises. Dans cette structure, qu'est-ce que vous observez? C'est un atome de molybdène. Vous avez cette fameuse molybdoptérine. Ce qui est intéressant ici, donc, c'est ce fameux tricycle que j'ai déjà présenté plusieurs fois, qui a cette fonction dithiolène avec 2 atomes de soufre qui chélatent le molybdène. Il y en a 2, mais ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même ligand, et ça montre d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions à l'époque, que ce ligand il peut exister sous différentes formes, et en particulier là, vous voyez, c'est ouvert. Ce cycle pyrane, là, il est ouvert ici, et donc ça existe aussi. Et ici, vous avez un aspartate, ici un acétate. C'est probablement là que va se mettre la molécule d'eau qui est absolument nécessaire au mécanisme. Des structures qui font penser, c'est pour ça que ces enzymes-là sont classées parmi des classes d'enzymes à molybdène
de type nitrate réductase, DMSO réductase, formate déshydrogénase, qui sont des systèmes, en effet, qui réalisent des réductions ou des oxydations en utilisant ce cofacteur. Oui, bon, ça c'est la même chose, c'est à nouveau, je ne crois pas que c'est... Oui, si, j'ai oublié de dire que ce site-là est très enfoui au sein de la protéine, on le voit dans la structure, on ne le voit peut-être pas bien là, mais... Et donc, il y a, ici, dans ce travail, ils ont identifié un canal hydrophobe ici, qui permet probablement de faire rentrer le substrat, qui est très hydrophobe, hein, vous voyez, l'éthylbenzène. Et donc, ces structures, voilà, on a ici la sous-unité alpha, ici, vous voyez l'arrangement des fer-soufre, à noter, enfin, pour ceux qui suivent mon cours commencent à être spécialistes, mais il y a des clusters 4 fer, 4 soufre, mais il y a aussi un cluster 3 fer, 4 soufre ici. Et vous avez un M, ici B, dans la sous-unité gamma. Voilà, tout est là. Et donc, le mécanisme qui est proposé pour ces oxydations donc sans oxygène, c'est que vous avez donc une molécule d'eau qui se fixe, qui est déprotonée, au moment où elle se fixe et le molybdène est à l'état 6 et oxo, cette histidine joue un rôle important. Il y a eu des mutations pour montrer qu'elle joue un rôle très important dans le contrôle de la chimie qui va se passer ici, comme vous allez le voir. Et lorsque le substrat arrive, il transfère 2 électrons et ce proton, c'est l'équivalent d'un hydrure au fond. Hein. C'est un hydrure ici qui attaque cet oxo pour donner le molybdène à l'état 4 et moyennant un contrôle par l'hydrogène porté par cette histidine avec des liaisons hydrogènes, on a une forme hydroxo ou H2O qui est sur le molybdène 4, mais on a créé un carbocation ici. Donc c'est le début du transfert d'électrons qui va aller jusqu'à l'accepteur d'électrons final. Et ça se passe ici dans ce site actif où le molybdène est réduit à l'état 4 par le substrat. Finalement, le substrat, ce n'est pas très évident, mais l'éthylbenzène dans ce cas-là agit comme un réducteur du molybdène 6 en molybdène 4. Et une fois qu'on a ce molybdène 4, donc très riche en électrons, qui enrichit cette molécule d'eau ou cet hydroxo ici, vous avez un nucléophile adjacent à un carbocation, et ça c'est formidable, ça marche bien, et paf, vous avez l'attaque du nucléophile sur le carbone, et vous créez la liaison, alors tout ça assisté aussi par cette histidine, vous avez le transfert de OH, et vous avez formé le produit. Donc, conclusion, vous vous retrouvez avec un molybdène 4 à la fin, vous avez fait un molybdène 6, éthylbenzène donne phényl et benzyléthanol, et molybdène 4, et bien maintenant on en est, vous voyez ici, le molybdène est 4, il faut bien qu'il enlève ses électrons pour redevenir 6, et c'est là qu'il dégage ses électrons sur 60 angstroms. Alors on peut se demander pourquoi il fait un truc aussi compliqué, pourquoi il ne dégage pas les électrons plus vite et ailleurs, mais c'est comme ça qu'il fait, et qu'il utilise toute cette chaîne, cette très magnifique chaîne de transfert d'électrons pour arriver à un accepteur à nouveau. J'en parle parfois de cytochrome C, mais ça c'est souvent le cas, il faut faire attention. Quand on ne sait pas ce que c'est, on met le cytochrome C et ça marche. Voilà, donc c'est ça la chimie. Et puis à partir de là, plus récemment, on a commencé à trouver que ces systèmes-là sont de plus en plus fréquents, donc ces systèmes à base de molybdène. Je vais citer quelques exemples, mais ce n'est pas très, très abondant, mais vous avez ici, par exemple, on a découvert récemment tout un tas de bactéries qui dégradent, par exemple, le cholestérol ou qui dégradent des stéroïdes. Dans l'environnement, nous relarguons tout un tas de ces molécules-là. Il s'avère que certaines bactéries ont trouvé avantage à élaborer des systèmes enzymatiques qui
dégrade ces molécules complexes et les utilise comme source de carbone. Vous voyez, le cholestérol, c'est ceci, et donc vous savez, hein, le cholestérol, c'est des précurseurs d'hormones stéroïdes, d'oxystérol, enfin des molécules extrêmement importantes, mais elles existent dans l'environnement, et donc il y a des bactéries qui utilisent ce carbone. Donc vous voyez, c'est tout un pathway pour faire des acétyl-CoA, succinyl-CoA, qui alimentent à nouveau la chaîne bioénergétique et carbonée du vivant. Donc ce sont des micro-organismes qui peuvent faire ça en anaérobiose, donc sans oxygène. Et il y a une étape clé qui est la toute première, et d'une façon générale, hein, la dégradation de molécules carbonées par des micro-organismes, c'est souvent la transformation en molécules oxydées, plus hydrophiles. Et ici, vous voyez une oxydation extrêmement sélective, une hydroxylation sur un carbone qui n'est pas très actif, même s'il est tertiaire ici. Et c'est la protéine S25DH, qui est aussi de la famille des DMSO réductase, qui est une enzyme à molybdoptérine. Et dans le même organisme, il y a plusieurs. Alors, on commence à trouver plusieurs de ces enzymes-là, qui dégradent d'ailleurs, vous allez voir, toute une série de molécules. Voilà, donc ça, c'est rien de nouveau. Donc, je vais parler assez rapidement de cette famille S25DH, des hydrogénases. S pour stéroïde, qui hydroxyle dans cette position 25. Et donc, vous voyez, ce n'est pas très ancien. Donc, en 2018, les gens ont étudié 4 enzymes de cette famille-là qui sont capables donc, d'oxyder toute une série de molécules de la même famille. Pas besoin de rentrer plus dans le détail. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez le même site actif que vous reconnaissez ici, pas besoin d'en dire plus. Même organisation, vous voyez, avec des sous-unités alpha, bêta, gamma, une chaîne de transfert d'électrons, l'oxydation qui se passe sur ce molybdène. Ici, il y a des mécanismes un peu différents qui sont proposés, mais qui ne sont pas très étudié, mais à nouveau, hein, cette molécule, cet atome d'oxygène vient de l'eau, comme vous le voyez. Vous arrivez à molybdène 6-oxo. Ici, ce n'est pas un transfert d'hydrure qui est proposé, mais c'est plutôt un transfert d'un électron par un électron. Donc vous avez un arrachement d'atomes d'hydrogène. Donc au lieu de faire un carbocation, vous faites un radical. Et ici, ce OH, il est en présence d'un molybdène 5 et pas 4, puisque ça s'est passé à un électron. Et à ce moment-là, cette entité MO5OH, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à un radical OH point. Et donc vous avez à proximité 2 radicaux qui se couplent et vous faites le produit de la réaction qui s'élimine. Vous finissez à molybdène 4. Et pour revenir ici, vous êtes évidemment obligé de rajouter une molécule d'eau et de faire partir les électrons. C'est pour ça que vous avez une molécule d'eau ici et 2 électrons pour revenir à l'état réactif. Donc tout ça se passe de la même façon. Et puis, juste pour... voilà un autre exemple. C'est la dégradation de composés aromatiques comme ça par cette bactérie. Ça, c'est le paracimène. Et là aussi, la dégradation et l'utilisation du carbone avec passage par ce composé dérivé du substrat avec le coenzyme A, ça démarre par une hydroxylation ici du benzyle, du carbone du benzyle. Juste pour information, la façon de dégrader ces molécules-là, en passant par cette hydroxylation ici, à nouveau avec un oxygène qui vient de l'eau, ce n'est pas tout le temps la stratégie utilisée par le système vivant. Il y a d'autres bactéries, par exemple, ici. Vous voyez, je vous parle d'une autre bactérie qui dégrade ce composé ici. Hein, vous voyez, c'est le même, hein, le paracimène, pour arriver au même résultat, le dérivé coenzyme A, et qui le fait absolument sans aucune intervention d'une hydroxylation. Ici, c'est une réaction d'ailleurs assez complexe avec liaison
carbone-carbone par réaction avec le succinate, et à travers toute une série de transformations, on arrive au produit, enfin qui lui-même rentre en plus, après, comme je l'ai dit, dans une chaîne d'utilisation de ce carbone et de l'énergie. Voilà, c'est juste pour mentionner qu'il y a différentes stratégies d'utilisation de ces carbones. Voilà. Voilà. Je vais terminer ce sujet sur une autre famille et ça va nous ouvrir sur ce que va nous raconter Muriel ensuite. Je reviens sur une chose qui nous intéresse beaucoup au laboratoire, qui est la modification d'ARN. Ici, je vais parler d'ARN ribosomal, parce que si j'ai parlé souvent de modification d'ARN de transfert, il s'avère qu'il y a aussi beaucoup de nucléosides modifiés sur les ARN ribosomaux. Ici, vous voyez l'ARN 23S, et tout ce qui est en bleu sont des nucléosides qui ont été modifiés. Vous voyez des pseudo-uridines, vous voyez de la dihydrouridine ici, vous voyez des nucléosides méthylés, donc il y a des méthyltransférases qui interviennent. Ici aussi, vous avez des méthylations. Et en 2011, a été découvert ce nucléoside modifié ici, qui est la 5-hydroxycitidine, HO5C. Vous voyez, avec l'incorporation de cet atome d'oxygène ici sur cette base nucléique. Et c'est en 2017 que le gène responsable de l'introduction de cet atome d'oxygène a été découvert, identifié, et que par la suite, je vais l'appeler RLHA, donc responsable de cette oxydation. Et cette hydroxylation se passe dans des conditions qui sont totalement indépendantes de l'oxygène moléculaire. Et je pense qu'il y a là une découverte importante à laquelle nous espérons aussi au laboratoire contribuer avec les travaux de Muriel et de nos collaborateurs, dont on entendra parler tout à l'heure. Mais parlons juste de RLHA aujourd'hui, enfin pour ce qui me concerne. Donc cette protéine RLHA donc, fait cette chimie sans oxygène. À partir du moment où on connaît la séquence de cette protéine, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de cystéines qui sont impliquées. Et on peut se poser la question de savoir si ce sont des protéines fer-soufre. Et il s'avère que ces cystéines sont absolument essentielles. Vous voyez ici un certain nombre de mutations où on voit que la présence ici de cette modification a disparu dans un certain nombre de mutants. Ici de ces cystéines, vous voyez encore une autre cystéine ici, et là aussi, et puis bon. Donc, et puis par ailleurs, il a été montré que ces modifications sont très peu présentes lorsque on a des bactéries qui n'ont pas le système de biosynthèse de fer-soufre. Bon, tout ça indique qu'on a quelque chose qui est très très nouveau, qui n'appartient pas à tout ce que je vous ai raconté précédemment depuis le début de cette heure, et qui n'est absolument pas dépendant d'un cofacteur molybdène. Et la question, évidemment, de savoir comment ça fonctionne. La caractéristique de RLHA qui est la plus troublante, c'est qu'il a été mis en avant que cette molécule, le préphénate, dont je vous ai déjà parlé, et je vais vous rappeler dans quel contexte je vous en ai parlé, ce préphénate qui est un dérivé du chorismate et qui est un croisement clé vers tout un tas d'acides aminés en particulier, phénylalanine,
tyrosine. Eh bien, il semblerait, même si ce n'est pas très, très bien établi encore, que ce préphénate pourrait jouer un rôle important dans cette chimie. Et ça a été démontré par le fait que si vous inactivez ces enzymes, vous n'avez pas de modification HO5C. Si vous modifiez vous inactivez ce gène et celui-là, vous n'avez pas d'HO5C, bon, vous excluez un certain nombre d'autres molécules. Je ne rentre pas dans le détail. Et donc, ça peut pointer vers le préphénate comme étant une molécule. Et ça, c'est très inattendu et très troublant, et comment cette molécule peut intervenir dans une telle chimie. Je veux juste rappeler une chose, c'est que dans la modification, dans des réactions d'hydroxylation d'ARN, et aussi bien d'ARN de transfert que d'ARN ribosomaux ou d'ARN messagers, vous avez des modifications donc, de ce type-là. Et je veux juste vous montrer de quoi il s'agit, parce que, évidemment, une façon peut-être d'imaginer le mécanisme, c'est de se demander est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on sait des hydroxylations qui sont oxygène dépendantes. Et donc, dans des systèmes d'oxygène dépendants, vous voyez ici, par exemple, dans la biosynthèse de ces nucléosides, ici, par exemple, formylcitidine, F5C, vous voyez, ici, qui passe par une méthylation ici de la citidine et ensuite son hydroxylation ici. Bon, il s'avère que ça, c'est assez bien connu. Il y a tout un tas d'exemples. Ici, c'est la protéine ALK-BH1, c'est oxygène dépendant, et c'est une famille dont je n'ai pas parlé, mais que ça me donne l'occasion de parler. Donc, je vous indique que c'est cette réaction. Concentrez-vous uniquement sur cette réaction. Tout à l'heure, j'ai parlé de trois grandes classes, cytochrome P450, flavine et binucléaire de fer. Ici, c'est au fond la quatrième classe que j'aurais dû mettre dans la diapositive précédente, mais c'est des systèmes mononucléaires de fer, comme vous le voyez ici, un atome de fer, et qui a un cofacteur oxoglutarate. C'est cet oxoglutarate qui est fixé ici sur le fer. Vous avez deux histidines et vous avez ici un aspartate. Et donc, ceci est représenté ici. Ce cofacteur-là, c'est celui-ci. Donc, le fer est à l'état 2, il fixe le substrat, ensuite il fixe l'oxygène moléculaire. J'ai déjà parlé de cette interaction oxygène-métal qui conduit à une entité où l'oxygène est activé, comme je l'ai montré dès le début de ce cours. Donc, vous voyez l'entité ici, oxo, qui en dérive, et donc vous avez un métal oxo qui est évidemment assez oxydant pour faire de l'oxydation du substrat, et donc le substrat est transformé en produit, et vous vous retrouvez à l'état fer2, donc vous évoluez entre fer2 et fer4, et ce fer2 ensuite refixe l'oxoglutarate pour redémarrer un cycle. Bon, néanmoins, notre RLHA n'a strictement rien à voir avec ça. Il n'y a pas du tout ce cofacteur-là, il n'y a pas du tout besoin d'oxygène. Ah oui, si, il y a une autre famille d'oxygène, de modification d'ARN qui implique de l'oxygène. C'est en particulier, on a beaucoup travaillé dessus, notamment avec Mohamed Atta, qui aurait dû faire un séminaire pendant cette série, mais qui, évidemment, avec les conditions que nous connaissons, n'a pas pu le faire. Donc, c'est la protéine MIAE qui fait une modification assez complexe d'un nucléoside. Vous voyez ici, avec alkylation de cette amine et ensuite hydroxylation sélective, ici en position allylique.
Et il s'avère qu'on a travaillé sur ce système et y compris récemment obtenu la structure cristallographique ici et la protéine de l'enzyme. Et c'est un système binucléaire de fer dont j'ai déjà parlé. Vous voyez la structure avec ces atomes de fer très coordonnés par des atomes d'oxygène. Et voilà, je ne reviens pas sur le mécanisme, c'est toujours le même. Vous voyez, vous avez les deux atomes de fer à l'état 2, vous fixez l'oxygène moléculaire, et ensuite vous faites une forme peroxo, vous voyez, avec la sorte d'eau oxygénée déprotonée fixée par les atomes de fer ici, des formes oxo qui sont les formes actives pour faire le transfert d'oxygène. Et là, ces oxygènes, évidemment, viennent de l'oxygène moléculaire. Bon, à nouveau, tout ça est bien connu. Pour faire des hydroxylations de nucléosides, la nature utilise massivement l'oxygène et ses familles connues de monooxygénase. RLHA, à nouveau, ne correspond pas à ce type de famille. Donc, la question, c'est... Et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le préphénate peut être le donneur d'atomes d'oxygène et comment un préphénate, une molécule comme ça, peut être un donneur d'atomes d'oxygène? À nouveau, un donneur d'atomes d'oxygène, finalement, de type molécule d'eau, de type hydroxyde. Parce que, à nouveau, le préphénate n'est pas comme l'eau oxygénée, ce n'est pas un oxydant, c'est un donneur d'atomes d'oxygène, ce n'est pas un oxydant. Et donc, il faut un donneur d'atomes d'oxygène, au fond un hydroxyde, et des accepteurs d'électrons, puisqu'à nouveau, c'est une oxydation à 2 électrons. Il faut retirer 2 électrons et il faut ajouter un atome d'oxygène. Bon, le préphénate, on l'a vu précédemment, et j'ai montré que cette molécule avait la capacité lorsqu'il était activé, de perdre, de se décarboxyler, et en même temps, par basculement de ces doublets, de libérer un hydroxyde. Et ça, j'en ai parlé, vous vous souvenez, je le rappelle juste, c'est dans une autre modification ici, et vous voyez cette modification-là, CMOA et CMOB, elle a comme substrat justement HO5. Et ce HO5-là, j'avais mis dans ma diapositive à l'époque, enfin, il y a quelques semaines, un point d'interrogation ici. Et c'est bien de ça dont nous parlons éventuellement maintenant. Mais en tout cas, je rappelle juste cette partie-là. Il y avait 2 enzymes. Il y avait une enzyme qui produisait... excusez-moi, oui, qui produisait... Ah oui, oui, qui utilisait la carboxysame, donc un dérivé de la SAM dont j'ai parlé, pour faire cette réaction ici, enfin cette alkylation de cet hydroxo, et l'autre enzyme, c'était comment la carboxysame est synthétisée, et elle est synthétisée justement par l'action du préphénate, et ça c'est bien établi, et c'est exactement de cette façon-là, décarboxylation, production locale d'OH- qui déprotonne le méthyle de la SAM pour donner cette ylure qui peut attaquer la molécule de CO2 pour donner la carboxysame. Donc ici, c'était un exemple qui, évidemment, nous inspire et peut-être nous montre des directions sur le mécanisme d'oxydation, en tout cas le mécanisme de don d'oxygène. Mais vous voyez ici, ce préphénate ne donne pas d'oxygène. Il utilise un hydroxyde pour arracher un proton. C'est tout. D'accord? Donc, je fais un écart très grand pour essayer d'expliquer la vision qu'on a des choses aujourd'hui, mais en tout cas, voilà. Puisque
les auteurs des papiers en 2017 ont soulevé la question du préphénate comme intervenant dans la réaction d'hydroxylation d'ARN ribosomaux. Je voulais juste rappeler qu'on sait un petit peu quelque chose de la chimie du préphénate, qui est celle-là, et qui n'est pas une hydroxylation, mais qui nous montre cette capacité d'utiliser cet OH-. Un autre... ça, c'est oui. Où est-ce que c'est? Voilà, oui. Vous voyez ce point d'interrogation là? Alors, où est-ce que... Voilà. Voilà, ce point d'interrogation-là, il commence à être rempli avec... parce que tout à l'heure, j'ai parlé de citidine. Quand j'ai parlé de RLHA, c'est citidine. Mais il s'avère que ici, c'est une uridine qui est hydroxylée. Donc là aussi, les gens se sont intéressés à l'enzyme qui faisait ça. Et évidemment, c'est une chimie qui a l'air qui est potentiellement la même pour une uridine que pour une citidine. Et là, vous voyez, très très récemment, Nature Communication en 2019, l'enzyme qui fait ça, dans le cas de l'uridine spécifiquement, c'est une enzyme qui s'appelle TRHP et qui produit cette modification HO5U maintenant est passée, qui elle-même, comme vous le savez maintenant, est transformée grâce à la carboxy SAM qui vient du CMOA. Elle a les mêmes caractéristiques que RLHA, fonctionne sans oxygène, probablement une protéine fer-soufre, préphénate est essentiel. Que dire là-dessus? Non, rien d'autre que cette chimie-là existe aussi en aérobiose. Vous avez des systèmes enzymatiques, ici qui s'appellent TRHO, qui fonctionnent en présence d'oxygène. Ce sont peut-être des systèmes intéressants à étudier. De mon point de vue, ces protéines-là qui font cette chimie dépendante de l'oxygène n'ont pas l'air de ressembler aux oxygénases dont je vous ai parlé, qui sont connues. Mononucléaire de fer, ou non héminique, ou binucléaire de fer non héminique. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant à trouver de ce côté-là. Mais restons sur TRHP. Et donc, de mon point de vue, c'est une grande découverte. Enfin, ce qui est important ici, cette nouveauté, c'est que, alors que, bon, même si c'était sur un nombre d'enzymes très limité, il y avait une sorte, là aussi, de dogme qui considérait que les hydroxylations non oxygène dépendantes, donc en anaérobiose, sans oxygène moléculaire, sans air, fonctionnaient avec des cofacteurs qui avaient la capacité d'introduire les atomes d'oxygène de la molécule d'eau. D'accord ? C'était ça la théorie, et c'est ce que fait le système à base de molybdène. Donc là, la théorie, c'est comment un truc comme ça peut fonctionner. Si le préphénate est le donneur d'atomes d'oxygène, au fond, c'est peut-être par ça qu'il fonctionne, décarboxylation et don d'un OH-. À ce moment-là, évidemment, ça c'est comme une molécule d'eau. Sauf que cet OH, il vient de cette molécule. Pourquoi faire ça comme ça et pas autrement? C'est toujours des questions qu'on se pose, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est possible que ce soit le mécanisme. À nouveau, je m'avance parce que le fait que le préphénate soit indispensable à cette réaction ne nous dit pas que c'est
le donneur d'atomes d'oxygène, c'est une hypothèse de travail. On aura l'occasion d'en parler, je pense, tout à l'heure. Et donc, pour que cet OH- réagisse avec le substrat, il faut que ce substrat soit activé lui-même. Donc, en fait, il faut qu'il ait perdu ses électrons. Et donc, l'hypothèse, c'est que là aussi, il y a besoin d'un accepteur d'électrons qui crée des entités ici électrophiles. Et si j'ai écrit deux carbocations à côté, évidemment, ça. Mais voilà, il faut créer des entités électrophiles qui permettent l'attaque du OH- qui vient du préphénate. Bon. Tout ça sont des spéculations. La grande nouveauté, c'est la découverte, en tout cas, d'une nouvelle classe d'enzymes pour faire des hydroxylations sans oxygène moléculaire, et qui ne sont pas des enzymes à molybdène. Il faut les caractériser mieux, et du point de vue structural, fonctionnel, etc., et comprendre à quoi sert le préphénate, est-ce que c'est ça ou c'est autre chose. Là aussi, des résultats récents. J'ai déjà montré à plusieurs reprises ce métabolisme complexe qui, partant de l'acide aminolévulinique, arrive à toute une série de macrocycles absolument essentiels aux vivants, des M, la chlorophylle, et toute une série des protoporphyrines, voilà, toute une série de molécules de cette famille-là. Ici, vous avez une étape. Donc je suis allé voir, vous vous souvenez, j'ai parlé de IMEN, IMF, l'EM oxygénase et CHUW. Eh bien ici, vous avez, et je vous ai montré que ce ne sont pas les mêmes enzymes qui fonctionnent en aérobiose et en anaérobiose. En gros, en bleu, vous avez... c'est-à-dire que là, on a un exemple où le système vivant utilise le même pathway, mais met des enzymes différentes à chaque étape. Et c'est le cas aussi ici dans cette transformation-là. Vous voyez, c'est une transformation assez complexe là, où ce bras ici est modifié pour fermer ce cycle, pour donner ce composé. Il s'avère que CHLA, c'est l'enzyme qui fait ça sous aérobiose, à l'air, et c'est une enzyme de type MIAE, qui est l'enzyme dont j'ai parlé ici. C'est une enzyme à site binucléaire de fer, donc je n'y reviens pas. Et il s'avère que donc il y a une autre enzyme qui est utilisée, BCHE, en anaérobiose, et qui est une protéine radicale SAM. Et donc ici, c'est l'exemple d'une hydroxylation anaérobie SAM dépendante. À nouveau, on retrouve cette SAM. Et j'ai parlé de ces enzymes radicales SAM qui font des méthylations où le méthyle ne vient pas de la SAM. Et j'ai évoqué deux sous-classes, les enzymes dépendantes de la cobalamine, de la méthylcobalamine, et des enzymes dépendantes du méthylène tétrahydrofolate. Ici, on est dans le cas d'une radicale SAM méthyltransférase. C'est RSMT et pas RMST, cobalamine. Et donc, il n'y a pas d'oxygène moléculaire, et pourtant, on va voir l'introduction d'atomes d'oxygène dans la molécule. Mais ces molécules d'oxygène-là viennent de l'eau, mais pas du tout par un mécanisme de type molybdène. Donc là aussi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et le mécanisme est, vous êtes maintenant spécialiste de la chimie des radicales SAM. Radical SAM crée un radical à deux points qui arrache cet atome d'hydrogène, qui est assez actif, vous voyez, puisqu'il est allylique. Et ensuite, vous avez l'hydroxycobalamine qui transfère à travers parce que ça c'est l'équivalent d'un radical OH point,
couplage avec ça et vous introduisez un atome d'oxygène. Évidemment, en faisant ça, vous trouvez sur un cobalt 2 qui lui-même va fixer une molécule d'eau ici, et donc ça referme le cycle de ce côté-là. Et le système fait ça 2 fois, vous voyez, arrachement d'atomes d'hydrogène, à nouveau introduction d'un atome d'oxygène, mais qui vient de l'eau, et ensuite ce gemme diol perd une molécule d'eau pour donner cette fonction cétone. Voilà, donc là aussi, après avoir, à nouveau, hein, il y avait très peu d'exemples, mais après avoir pensé que le grand mécanisme d'oxydation, d'hydroxylation oxygène indépendant, c'était molybdène et eau, voilà, vous avez un nouvel exemple. Donc vous voyez que c'est un domaine qui véritablement renaît. Et c'est une magnifique question, comment on fait ces oxydations sans oxygène. Voilà, pour ce qui me concerne, j'en ai terminé. Je voulais, voilà, il y a énormément de choses qui se passent en enzymologie. J'ai essayé de vous montrer, évidemment avec des goûts personnels, tout un tas de choses qui ont été découvertes récemment. Il y en a plein d'autres, et c'est probable que l'année prochaine, je vais continuer avec d'autres systèmes. C'est très riche. Et pour les chimistes, évidemment, c'est formidable parce que c'est de nouvelles structures, de nouvelles chimies, des potentialités d'application dans le domaine de la biocatalyse. L'année n'est pas terminée pour ce cours-là, puisque, comme on le voit dans l'affiche, il y a un colloque qui est prévu le 3 février. Je vous le présente ici. Alors, inspiré par ce qu'avait fait mon collègue Clément Sanchez, qui avait organisé un colloque qui s'appelait La chimie organique à Paris. C'est un colloque qui va s'appeler La chimie bio-inorganique à Paris. Et j'ai invité, donc ce sera une journée, j'ai invité un certain nombre de spécialistes parisiens qui, vous voyez, vont nous parler. Ali Okolo, vous en avez entendu parler puisqu'il était dans le jury de thèse d'Ahmed, va nous parler de photosynthèse artificielle. Clotilde Policard qui va nous parler de l'utilisation de complexes métalliques dans des cellules, dans des systèmes vivants. Gilles Gasser qui va nous parler de complexes métalliques comme des agents de diagnostic et thérapeutique. Oui, là, un médicament, ce n'est pas que organique, ça peut être aussi inorganique. Élodie va nous parler de complexes bio-inspirés. Michel Salmin va nous parler de complexes qui sont utilisés comme anticancéreux. Et Benoît Dautréau va nous parler de chimie, de la biosynthèse des clusters fer-soufre. Et Raphaël Rodriguez va nous parler de systèmes cellulaires sous le contrôle des métaux. Voilà, donc un ensemble de conférences. Alors c'est le 3 février, plus ça se rapproche, plus on craint que ça continue enfin, la situation sanitaire ne s'améliore pas suffisamment pour que ce colloque se tienne. Donc ça reste un point d'interrogation. Le 3 février, c'est dans pas longtemps. Et puis il y a juste comme information, l'Institut de chimie du Collège de France continue à penser qu'il est possible d'organiser ce fameux colloque sur les polymères. Donc Jean-Marie Tarascon, Clément Sanchez et moi-même, nous organisons donc le lundi 1er mars ce colloque sur la chimie des polymères, pour lequel nous invitons, je pense, les tout meilleurs spécialistes de polymères de France. Et sur ce, j'en termine. J'ai été très heureux de partager avec vous mon enthousiasme à la vue de ces systèmes enzymatiques nouveaux et je vous remercie.